Il est 12h29, voilà, le Rewind 4e édition avec... Alors, j'ai dit que je ferais des efforts sur la prononciation de son prénom, donc Joanna, Pas presque. mal, Pas pas mal. mal, pas mal. Le jugement, tu as le droit. Hein. Voilà, parce qu'on a eu cette discussion juste avant et je me suis rendu compte effectivement que je prononçais mal et le nom et le prénom depuis le début, donc j'essaye de faire des efforts. Voilà, donc de l'association Génération Connectée, voilà, un rewind spécial bonne résolution. Et donc ça nous permet, voilà, avant de démarrer, on se permet de vous souhaiter une bonne année 2026, de vous transmettre tous nos meilleurs vœux et tout ce qui se dit dans ces cas-là, hein, voilà, la santé, des bonnes choses, etc., etc. Sur cette thématique, Joanna, qu'est-ce que tu as trouvé sur les réseaux par rapport aux bonnes résolutions? Alors, j'ai trouvé beaucoup de choses et justement, c'était un peu ma première remarque, c'est qu'on traite plein de sujets différents dans ces webinaires. J'ai souvent besoin d'aller creuser loin dans mes outils de veille pour trouver du contenu, mais là, en l'occurrence, c'était assez facile et je pense que vous l'avez vous-même regardé si vous êtes sur les réseaux, vous avez dû l'observer aussi, mais les contenus bonne résolution ou bilan 2025 étaient bien présents. On les a bien vus passer dans nos différents feeds. Et du coup, en effet, ça n'a pas échappé au feed des adolescents. Donc moi, je suis allée un petit peu chercher dans les feeds Insta, Snapchat, TikTok, YouTube. Et en effet, donc c'est une thématique qui est énormément ressortie. C'est un marronnier, hein, comme on appelle en journalisme ce genre de sujet, c'est-à-dire les sujets qui reviennent à date fixe tous les ans, qui sont toujours dans les calendriers édito des médias, mais du coup aussi des utilisateurs plus ou moins anonymes des réseaux sociaux. J'y réfléchissais en préparant le sujet. Je pense que c'est un sujet, celui des bonnes résolutions, qui marche particulièrement bien dans les cultures numériques et les cultures adolescentes qui sont notre sujet, parce que ça touche à plusieurs choses assez fondatrices dans ces cultures en ligne, comme par exemple tout ce groupe de contenus autour du développement personnel, déjà qui ont un ancrage très fort dans les cultures Internet et réseaux sociaux. Ça va aussi avec toutes ces pratiques assez communes de partager ses réflexions intimes et de les partager avec sa communauté, ses amis et pas que, ou le fait de créer des contenus inspirationnels, enfin d'en créer ou d'en consommer. C'est des contenus qu'on appelle inspirationnels tout simplement parce que c'est des contenus qui ont vocation à inspirer ceux qui vont les regarder. Et donc, forcément, partager ces bonnes résolutions, ça s'inscrit un petit peu dans cette idée-là. C'est aussi un sujet... Oui. Je disais avant Oui. que tu enchaînes sur ce que tu as trouvé, juste question chat pour vous. Alors, est-ce que la question, parce que chaque année c'est le débat, est-ce que je fais des bonnes résolutions, pas de bonnes résolutions, est-ce que voilà, cette période est un petit peu particulière entre les anti et les pour. Vous chat, est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour vous-même? Est-ce que voilà, vous avez été traversé par ces différents feeds si vous êtes sur les réseaux ou si vous comment dire, vous êtes les propriétaires d'adolescents? Est-ce que vous accompagnez ça, l'humour, hein, propriétaire bien évidemment, ou si vous êtes accompagnant, est-ce que vous avez vu un petit peu, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse rebondir avant de voir les différentes trouvailles. Parce que voilà, moi en tant que créateur de contenu également, en fait, pour l'instant, nous on a résisté à ça, on n'a pas fait. Sauf qu'on voit des gens qui nous demandent en disant écoutez, et vous, c'est quoi vos bonnes résolutions, etc. Et on est très, très en difficulté par rapport à nos réponses par rapport à ça. Donc tu dis, voilà, ça inonde le feed oui. en tout cas de ceux qui s'y intéressent en tout cas. Oui, et c'est intéressant ta remarque parce que je pense qu'en effet, c'est le genre de sujet et de contenu qu'on peut faire à ce sujet qui vont venir façonner l'identité numérique. Et donc, en tant que créateur, quand on poste ses bonnes résolutions, on travaille son identité parce que c'est une manière de se montrer d'une nouvelle manière. Et pareil pour son public, c'est une manière d'apprendre à mieux nous connaître. Et voilà, ça montre aussi cet attachement à la personne et ses intentions quand on suit quelqu'un sur les réseaux. Mais voilà, et en effet, ce que j'allais dire, et ça rejoint ça aussi, mais c'est que c'est un sujet qui qui peut être exprimé sur les réseaux de plein de manières différentes, et c'est ce qu'on voit chaque année. On n'est plus juste sur une liste de bonnes résolutions qu'on peut écrire sur un petit papier ou sur un carnet. C'est comme ça que je le fais personnellement. Sur les réseaux, il y a plein de manières, grâce aux outils du numérique, de venir partager
ses objectifs de la nouvelle année. Là, je vous ai mis un exemple sur cette première slide. Ça, c'est un type de contenu qui a été un peu en trend là pendant les vacances de fin d'année. On voit bien les inspirations un peu clean girl. On en a déjà parlé de cette esthétique, le côté très épuré, un peu beige et blanc, avec un peu cette idée-là de la perfection, de la vie très maîtrisée, très saine, etc. Donc là, typiquement, ce genre de carrousel, donc ça, c'était sur TikTok, un peu montage type Pinterest, c'était quelque chose qui a beaucoup circulé, donc plutôt public féminin, clean girl, dont on a déjà parlé, mais il y a eu plein d'autres types de formats qui sont devenus un peu standards pour exprimer les bonnes résolutions 2026 qu'on a vu passer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on ne parle pas de résolution 2026. Quand je cherchais, avec mes comptes ados, quand je cherchais résolution 2026, c'est pas comme ça que je trouvais les contenus, c'était plutôt en passant par des termes, donc encore une fois, fortement inspirés du développement personnel, un peu à l'américaine. On va plutôt parler de glow up, de reset, de rebrand, tous ces mots qui sont littéralement du développement personnel. On en parlait justement en préparant ce webinaire. Il y a un peu cette notion de se percevoir comme un projet qu'on améliore d'année en année. Et en effet, qu'on va venir faire glow up ou reset en le faisant redémarrer à zéro avec des intentions très fortes. Donc là, déjà, c'est un énorme sujet et moi, je serais ravie qu'on le traite à une autre occasion, qui est l'influence du développement personnel dans toutes ces cultures numériques et ces cultures adolescentes. Mais en tout cas, c'était un peu l'axe qui sous-tendait tous les contenus que moi, j'ai pu voir sur les réseaux à ce moment-là. Ensuite, donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, pour déjà première indication, pour parler un petit peu de ça, bonne résolution. Bon, déjà, j'étais un petit peu, voilà, je viens de me mettre à jour. Donc, plus, je disais, donc, glow up, rebrand aussi. Rebrand, ouais, je l'ai pas mal vu, donc, sur les feeds anglophones, mais aussi qui sont beaucoup repris en français, sur les feeds français. Et reset, aussi un peu, encore une fois, cette notion de redémarrage, un peu technologique aussi comme approche. Donc, voilà, donc ensuite, ça, c'est un peu pour la forme, on va dire. Si on rentre un peu plus dans le fond de ces bonnes résolutions et qu'on va regarder en effet ce qui figure. Là, je vous ai mis 3 exemples, mais encore une fois, il y en avait des milliers et des milliers. Donc, des contenus qui sont produits par des adolescents qui partagent leurs bonnes résolutions pour 2026. On est sur des objectifs qui sont très classiques, qui sont pas étonnants, que moi-même j'avais en tant qu'ado, mais je pense que mes parents avaient en tant qu'ado. Et voilà, c'est un peu les quêtes classiques de l'adolescence. Et pas que d'ailleurs, c'est un peu les quêtes globales de la société actuelle, mais qui vont être l'apparence physique, se mettre au sport, perdre du poids, gagner en confiance en soi, soigner ses relations amicales ou amoureuses, gagner de l'argent aussi, qui ressort pas mal, même dans les listes des plus jeunes, et des objectifs qui sont un peu plus étiquetés jeune public par rapport à la scolarité. Notamment, moi j'ai vu beaucoup des résolutions très précises, c'est-à-dire atteindre les 13-14 de moyenne, ou choisir mon orientation scolaire pour Parcoursup, ou avoir mon bac. Voilà, donc beaucoup d'objectifs liés à la scolarité, ce qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, voilà, si vous avez des ados dans votre entourage qui vous partagent leurs bonnes résolutions ou certaines de leurs bonnes résolutions, moi, il me semble que c'est une bonne occasion de creuser et d'ouvrir un dialogue avec eux sur justement ce qui compte pour eux, ce qu'ils valorisent ou ce qui les inquiète aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir derrière des listes de bonnes résolutions, c'est aussi des sujets d'inquiétude, peut-être de mal-être aussi parfois. Sur des choses comme le sport, typiquement, on peut se demander, est-ce qu'un ado qui dit qu'en 2026, il veut se mettre intensément au sport, c'est un jeune qui a trouvé une passion et que c'est trop bien, il faut l'accompagner à développer ça, ou est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a des gros complexes physiques et qui est rentré un petit peu dans une phase obsessionnelle par rapport à son corps et à son apparence. Pareil, quelqu'un qui a beaucoup de résolutions qui portent sur l'école. Est-ce qu'on est en mode c'est trop bien et il a des grandes ambitions et on va l'accompagner là-dedans, ou est-ce que c'est un jeune qui a trop de pression scolaire et qui l'exprime de cette manière-là? Pareil, une résolution que j'ai vu pas mal sortir, c'était par rapport au... comment il formulait ça? C'était en mode moins de drama, donc sortir du drama en 2026 par rapport aux relations amicales ou amoureuses, on imagine. Pareil, est-ce que c'est un jeune qui prend en maturité et qui a envie de se distancier un peu des conflits, ou est-ce que c'est un jeune qui justement a une espèce de fatigue relationnelle, ou il est en souffrance parce que trop d'histoires autour de lui, peut-être du harcèlement, bref, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec ces listes qui peuvent paraître un peu clichés et en effet des marronniers, c'est que ça ouvre en fait plein de sujets de conversation derrière.
Et Je rebondis sur le message de Florence, parce que comme tu dis, c'est un indicateur, les listes, mais comme dit Florence, ne pas avoir de résolution aussi, ça peut être un indicateur. Là, on est dans une situation particulière puisque parle de MEX, donc maison d'enfants à caractère social. C'est aussi intéressant, c'est-à-dire que là, dans le principe, ce que tu dis, ce que je trouve très pertinent, c'est que l'objet n'étant pas de se concentrer sur le quoi, mais sur le comment et le pourquoi. Puisque des listes, ça, comment dire, une suite de résolutions ou d'objectifs, de goals, c'est des indicateurs. De quoi on ne sait pas, hein, ça ne se joue que dans de la discussion et de l'échange, mais l'absence également de résolution, c'est des indicateurs. Et si on est dans le cadre d'une MEC, si effectivement c'est vécu comme une prison, ou en tout cas quelque chose qui est dans l'absence de contrôle de ce que je peux faire de ma vie, puisque peut-être que je n'ai pas choisi d'être là, ou peut-être que je suis dans une situation temporaire parce qu'on me dit que c'est des mesures de 6 mois ou en attente du jugement, bah effectivement, c'est aussi des indicateurs. Mais du coup, c'est toujours des prétextes à l'échange et à l'accompagnement derrière. ouais, totalement. Et du coup, pour poursuivre dans les contenus de ces listes, il y a un objectif qui est pas mal ressorti donc, dans les contenus des plus jeunes, qui était celui de réduire le temps d'écran, qui peut paraître parfois surprenant pour certains de voir ça dans les listes des ados. Moi, personnellement, ça me choque pas du tout. C'est quelque chose qui ressort énormément quand je suis en atelier avec des 12-17 ans, et qui ressort aussi dans des études très récentes comme celle de l'ARCOM ou de l'ARCEP, où en effet les 12-17 ans sont ultra conscients de leur temps d'écran et du fait qu'ils en subissent une grande partie, et qu'ils ont des difficultés à le réduire, tout en étant conscients qu'il est trop élevé. Donc en effet, ça se ressent dans pas mal des listes de bonnes résolutions qu'on a vu passer. Et on se disait que dans le cadre de ces webinaires sur la parentalité numérique et l'accompagnement d'ados, ça peut être intéressant de se dire comment est-ce qu'on accompagne un jeune qui a comme objectif 2026, dans son glow-up, de réduire son temps d'écran. Donc voilà, ça c'est un peu le deuxième sujet, on va dire, maintenant qu'on a vu les bonnes résolutions 2.0, comment est-ce qu'on accompagne un jeune qui a cette résolution à réduire son temps d'écran. Mon point de départ, là j'ai un petit peu réfléchi. Enfin, déjà, disclaimer, c'est pas une méthode magique pour diviser par 3 le temps d'écran d'un ado. Enfin, si c'était aussi simple, on le saurait. C'est plutôt pour vous partager des réflexions, des discussions, des astuces à mettre en place qui, de mon point de vue, peuvent permettre d'aider un jeune. Et c'est des choses, pour le coup, des petites choses que je mets en place, pareil, en atelier quand je suis avec des adolescents, et je les sens bien réceptifs et je vois que ça change quelque chose, donc je vous les partage. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, mon point de départ, c'est de se dire que le concept de temps d'écran, c'est un concept. Donc, c'est quelque chose qui est assez englobant, qui est hyper utile pour parler de toutes les problématiques autour des écrans, mais qui ne va pas vraiment avec la réalité des usages, et qui souvent est un petit peu trop conceptuel, encore une fois, pour être un objectif activable et ancré dans les réalités de chacun au quotidien. Donc, le mood un peu là de la méthode en 3 étapes que je vais vous présenter, c'est de venir vraiment affiner la compréhension du temps d'écran pour derrière mettre en place des résolutions qui sont un petit peu plus concrètes et, encore une fois, efficaces. Donc déjà, première étape, ce qu'on peut faire déjà, en fait, on parle des adolescents au long de ce webinaire, mais personnellement, moi, ça me sert aussi à moi dans ma gestion en tant qu'adulte. Mais si on accompagne un jeune qui a envie de réduire son temps d'écran, la première chose à faire, c'est de justement venir mieux comprendre son temps d'écran à lui, et prendre conscience que derrière les 4h20 de temps d'écran quotidienne, en fait, on parle de supports très différents, en fait, qu'on soit sur téléphone, télé, jeux vidéo, tablette, liseuse numérique, ça peut être. On parle d'applications différentes avec des usages de ces applications qui sont ultra différentes. Enfin, c'est vraiment une espèce de myriade de plein d'usages très variés qui composent ce gros bloc de temps d'écran, mais qu'il est nécessaire de venir un petit peu casser pour mieux comprendre. Typiquement, si on prend 2 heures de temps d'écran, si c'est 2 heures qu'on va passer à sociabiliser avec ses amis ou à créer, je sais pas, faire des montages vidéo, photos, où on est en train d'apprendre et de développer des nouvelles compétences,
c'est pas pareil que 2 heures où on est juste sur son téléphone à scroller dans le vide parce qu'on a un petit peu perdu le contrôle de sa session sur son téléphone. Donc ça, déjà, quelque chose à avoir bien en tête, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre il faut apprendre à prendre conscience et à prendre du recul sur ses propres usages pour être capable de le faire. Et pour le coup, c'est quelque chose, je sais pas si toi, Kevin, tu le vois avec les ados avec qui tu travailles, mais moi, je trouve que souvent les adolescents ont du mal à nommer et à verbaliser ce qu'ils font de ce temps d'écran quotidien. Alors, c'est pas du tout de leur faute, c'est juste moi, mon analyse avec un peu d'expérience, c'est que c'est souvent des jeunes qui n'ont pas vraiment d'espace dans leur vie quotidienne pour parler de ça, et notamment avec des adultes, mais même entre eux, ils ne sont pas très spécifiques sur ce qu'ils font sur le téléphone. On sent justement qu'ils sont un peu happés dans cette myriade d'usages. Et déjà, un premier apprentissage à travailler avec eux, et là où on peut les aider, c'est d'apprendre à mettre des mots, à nommer. On sait que nommer ce qu'on fait, c'est déjà une première manière de prendre du recul et de travailler son esprit critique pour ensuite prendre de la distance. Donc déjà, juste prendre ce réflexe un petit peu de mettre des mots sur ce qu'on fait au quotidien de ces 4 heures de temps d'écran, c'est déjà une première étape. Personnellement, moi, quelque chose que j'aime bien faire avec les jeunes, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer parce que c'est quand même de l'ordre de l'intime. Donc si la relation s'y prête et que voilà, on n'est pas dans un truc descendant, encore une fois, mais c'est un exercice qui consiste à analyser son temps d'écran, vraiment la section temps d'écran dans ses paramètres de son téléphone. Donc en général, moi je le fais avec eux, on ouvre tous cette section de nos paramètres, et donc on va avoir en effet, donc par exemple moi je vais avoir 3 heures de temps d'écran, et ça va ensuite me dire combien d'heures chaque jour je passe sur tel réseau, ou tel site, ou tel jeu, etc. Et on se pose et on les commente entre nous, et en fait très rapidement on voit auprès des jeunes quels sont les usages dont ils sont fiers, qui sont pour eux satisfaisants, où ils ont appris quelque chose, et quels sont les usages où ils ont un peu plus honte et où ils sont en mode ah ouais, là j'ai subi, là j'ai abusé, ça m'a empêché de dormir, j'ai scrollé jusqu'à 7 heures parce que j'arrivais plus à m'arrêter. Ça permet déjà de prendre conscience de ses propres pratiques, et déjà de commencer à capter quels sont les usages problématiques sur lesquels il va falloir se concentrer dans ces bonnes résolutions, justement. Donc il y a cet exercice-là, mais globalement, encore une fois, c'est un peu... moi, mon conseil, c'est au quotidien et d'en faire un peu un truc naturel, d'être capable de prendre des moments où on parle de ce qu'on fait sur les écrans pour, encore une fois, nommer, verbaliser, avoir cette prise de recul qui permet de devenir un consommateur éclairé déjà, et pas juste d'être en mode je subis et j'ai pas trop d'idées de ce que je suis en train de faire, en fait. Ce qui nécessite dans ce que tu dis, mais que ce soit pour les accompagnants ou pour les parents, que comment dire, déjà d'être dans une posture d'échange et pas on regarde l'écran pour réguler. Non, on regarde l'écran, le temps d'écran pour comprendre, pour échanger, partager, et je m'implique aussi dedans. Puisque de ce que moi j'ai vu dans les accompagnements que je peux faire ou autres, c'est qu'à partir du moment où on met une teinte de pas de jugement, mais de les écrans c'est pas bien. Typiquement, de base, il y a des réponses qui vont se conformer à ça. Donc on va être sur oui, je sais que je consomme trop, sauf qu'en fait, on rentre pas dans les détails. Et comme tu dis, c'est à partir du moment où on arrive en disant en fait, je me mets dedans et on va regarder aussi le mien, et moi, vu mes activités, bon, généralement, ça les rassure, hein. Au niveau du temps d'écran, moi, j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, quand on est dans cette posture plus d'échange, d'écoute, pour voir ce qui émerge, comme tu dis, hein, il y a des consommations dans lesquelles on est fier, il y a des consommations où on se dit ouah, ça, je m'étais pas rendu compte, et oui, ça pique un petit peu. À partir du moment où ça vient de la personne, mais que ce soit un jeune ou un adulte, généralement, derrière, on peut creuser un petit peu plus. Je te rejoins complètement dans cette posture-là, même si on est d'accord qu'elle n'est pas forcément simple à adopter, et que c'est dans certains cadres. Encore une fois, hein, c'est que là, on est dans un contexte où le lien de confiance peut se faire ou autre, et que parfois on n'est pas, comment dire, si vous avez des ados et que vous êtes dans des périodes où c'est un petit peu tendu parce que effectivement, votre ado n'est pas descendu pour la énième fois parce qu'il avait relancé une game de Fortnite alors que vous lui avez dit de descendre manger, c'est pas à ce moment-là qu'il faut discuter de ça. C'est pas à ce moment-là. C'est dans un moment où vous êtes un petit peu plus posés, un petit peu plus aptes tous les deux à échanger. Totalement. Ensuite, la deuxième étape, donc c'est la slide suivante, s'il te plaît. Donc, en effet,
une fois qu'on a un peu pris ce réflexe de prendre du recul pour analyser, on est plus en mesure déjà de cibler, avec cette prise de recul, on est plus en mesure de cibler quelles sont les mauvaises habitudes qu'on veut en effet couper pour arriver à cet objectif de réduire son temps d'écran. Moi, quand je réfléchis à ça, pour moi, c'est assez évident que les premiers moments à cibler, à essayer de supprimer, de réguler, ce sont ceux dont on parlait juste avant, qui sont littéralement les moments qui sont subis. Donc, encore une fois, dont les ados sont bien conscients, ils le ressentent bien, cette impression de subir une partie de leur temps d'écran. C'est-à-dire ces moments qui répondent vraiment aux logiques de captation d'attention des réseaux sociaux, où vraiment, c'est bon, quoi, ça nous a un petit peu mangé le cerveau, et en effet, on est coincé dans cette espèce de scroll infini, où on n'est même plus vraiment en train de prêter attention au contenu qu'on a devant les yeux, mais qu'on est plus dans cette relation un peu toxique, finalement, avec l'écran qu'on a en face de nous. Et en effet, c'est des écrans qui sont très distincts, des usages qui sont très distincts d'autres types d'usages qu'on peut avoir au quotidien, qui vont remplir des fonctions avec plus d'intérêt, notamment pour les adolescents, qui sont des fonctions de sociabilisation, de divertissement, d'apprentissage, de créativité, etc. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est de savoir distinguer les usages en fonction de ce qu'ils nous apportent et de l'intérêt qu'ils ont pour nous. C'est un discours qui peut paraître très adulte, mais encore une fois, pour en parler avec des adolescents, c'est quelque chose auquel ils sont assez réceptifs, et en fait où eux-mêmes on sent qu'ils sont en train d'un petit peu chercher des clés pour mieux gérer leurs usages, et que ça c'est une manière de leur apprendre. Enfin, c'est vraiment un apprentissage, c'est pas quelque chose, c'est pas inné, on n'est pas avec la capacité à analyser, décrypter, classifier les choses, mais c'est quelque chose qu'ils sont carrément capables de comprendre et d'appliquer à leurs propres usages. Donc là, pareil, le conseil, c'est de s'entraîner via le dialogue à étiqueter les différents types d'usages, à mettre des mots, encore une fois. Enfin, ça peut être, quand on fait ces débriefs de temps d'écran, essayer de mettre des mots sur les émotions qui ont pu être ressenties, sur ce qu'on a pu en retenir, qu'est-ce qu'on se rappelle, si on regardait un type de contenu éducatif, de quoi est-ce qu'on se rappelle comme enseignement, ou est-ce qu'on était juste devant sans vraiment être trop conscient de ce qui se passait. Enfin, voilà, encore une fois, accompagner les ados vers des statuts de consommateurs éclairés qui soient en mesure qui soient un petit peu plus en contrôle de leurs usages, et notamment en capacité de les décrypter. Il y a des choses qu'on peut leur transmettre comme bonnes pratiques, c'est typiquement d'être en mesure de repérer les symptômes physiques ou mentaux qui vont avec ces moments un petit peu de faille spatio-temporelle, parce qu'en fait, il y a des symptômes qu'on connaît tous, qui sont ces moments un peu où on est en apathie, où en effet, plus rien ne nous touche vraiment. Enfin, on est juste en train, encore une fois, de visionner des choses sans y mettre trop d'intention. On a l'impression d'être un peu en dissociation, presque en dissociation, et d'être bloqué dans cette faille où on n'arrive pas à s'extraire du réseau. Donc ça, déjà, apprendre à repérer ces symptômes-là, encore une fois, une bonne manière de mettre une limite là. Ensuite, il y a des outils beaucoup plus concrets, donc je pense notamment aux limitateurs de temps qui existent sur tous les réseaux sociaux. Moi, perso, c'est un truc que je m'applique à moi-même et que je conseille aux ados avec qui je fais des ateliers, mais typiquement, moi, je sais que passer 30 minutes sur Instagram, on me perd, quoi. Enfin, là, je rentre dans cette truc où je suis juste en train de scroller sans intérêt, donc j'ai une limite tous les jours à 30 minutes, et j'essaye vraiment de pas négocier avec. En tant que parent, on peut mettre des codes qui bloquent ces limites, où vraiment la limite est atteinte, c'est fini pour la journée, il pourra pas y aller plus. Après ça, c'est chacun est libre, ça dépend des familles et des politiques parentales, mais en tout cas, ce genre d'outil existe pour éviter de dépasser les seuils de temps et de tomber dans ce doom scroll un petit peu. Et enfin, un sujet, moi, dont j'aime bien parler aussi avec les jeunes, c'est tout simplement de faire de la pédagogie avec eux sur tous ces mécanismes de captation d'attention dont ils sont les cibles et les victimes, et de leur expliquer vraiment... pareil, ça peut être lors d'ateliers qu'ils font avec des pros comme nous, mais ça peut être une conversation à avoir à la maison aussi, mais un petit peu, en quoi les réseaux sociaux ont un intérêt à nous garder dans cette espèce d'attention constante où on a du mal à s'en défaire, un petit peu le modèle qu'il y a derrière, des outils, des choses. Moi, typiquement, le sujet des flammes Snapchat, j'aime bien en parler, parce que eux, ils ont vraiment ce truc sur Snap à devoir y aller, s'y connecter très régulièrement pour entretenir les flammes avec leurs meilleurs amis. Mais les flammes, typiquement, c'est un exemple de méthode très stratégique utilisée par les concepteurs des réseaux sociaux pour capter leur attention, être sûr qu'ils soient là bien tous les jours et pouvoir bien vendre leurs données derrière. Voilà. Donc,
pareil, c'est une approche qui peut paraître un petit peu adulte, hein, encore une fois, et un peu, je sais pas comment dire, intellectuelle, je sais pas, mais les ados, ils sont très réceptifs et souvent, quand on leur apprend ça, ils sont assez scotchés. Et je suis sûre que derrière, ça peut travailler, ça peut créer en tout cas des changements de maîtrise de leur propre usage, quoi. Mmh. Clairement, ouais. Alors il y a une question de Noémie, mais on va y répondre après sur une partie justement de la posture, puisque là on est dans le cadre de personnes comme tu dis, d'ados qui se questionnent avec un contexte un peu plus neutre, parce qu'on sait très bien d'intervenir en tant que professionnel ou ou d'être là en tant que parent. C'est pas les mêmes rapports, c'est pas les mêmes jeux relationnels qui se jouent et encore une fois, ces conseils-là décontextualisés ne valent rien, dans le sens où il faut toujours faire en fonction de votre propre contexte et de la relation que vous avez déjà enclenchée. Mais effectivement, cette approche d'essayer d'en faire des consommateurs éclairés, déjà, c'est une approche que les personnes se saisissent ou ne se saisissent pas aussi, mais pour justement déjà de dire effectivement consommer, mais consommer en conscience. Voilà. Et effectivement, si vous avez décidé malgré ça que c'est OK, c'est là où peut-être, mais j'ai préparé un petit texte là-dessus, où là, il y a une posture peut-être à avoir un petit peu plus ingrate, voilà, par rapport à ça. Donc, tu avais un 3e conseil par rapport à... Ouais, tout à fait. Et juste peut-être pour finir là, sur la 2e très rapidement, donc là, on ciblait vraiment un peu ces moments d'écran on va dire en dissociation. Mais il y a évidemment d'autres types d'usages à cibler qui sont en lien avec tous les effets néfastes qu'on connaît des réseaux sociaux sur l'ensemble de la société et surtout sur les ados, à savoir tout ce qui touche à la comparaison sociale, au jugement, au harcèlement, aux troubles du sommeil que ça peut induire. Enfin voilà, c'est un peu aussi ça, c'est au cas par cas, selon les ados et là où se trouve peut-être son mal-être. Enfin voilà, essayer de creuser pourquoi est-ce qu'il veut réduire son temps d'écran. Est-ce qu'il y a des choses liées à ces effets-là et ce mal-être qu'on peut essayer de préciser, toujours avec cette idée on essaye de préciser la résolution pour pouvoir agir sur des pratiques assez précises en fait. Mmh. Il y a, avant de passer au 3e conseil, il y a Anaïs qui pose la question sur la question de... je vais lire la question plutôt que d'essayer de la résumer. Ouais, C'est simple, de la pédagogie. Est-ce qu'ils sont réceptifs au fait de leur dire que leurs données ne leur appartiennent plus, qu'elles peuvent être vendues? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact ou est-ce que c'est quelque chose où on vend mes données, ok, en fait, ça fait quoi? Ouais, alors ça, en effet, je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser parce que typiquement, nous, on en est en pleine conscience et pourtant, c'est un truc qu'on oublie un petit peu au quotidien. Mais en tout cas, je sais que moi, avec les ados, quand on en parle en atelier, ça m'a étonnée parce que c'est un truc au début que je testais un petit peu, mais en fait, maintenant, j'en parle à chaque fois parce qu'en fait, ils accrochent vachement sur ce sujet. Je pense qu'il y a le côté un peu business, économique qui les intéresse aussi, mais typiquement, la phrase « si c'est gratuit, c'est toi le produit », c'est un truc, mais c'est trop marrant, ils me le ressortent. Enfin, c'est pas très marrant du coup, mais ils me le ressortent toujours en fin d'atelier. Enfin voilà, ils ont vraiment retenu ce truc. Et on sent qu'on a un peu ouvert une nouvelle porte de compréhension de leur univers et enfin, voilà, en tout cas, je pense que ça leur donne un certain empowerment, enfin, pouvoir, je sais pas comment dire, mais de comprendre tous ces enjeux-là. Alors, je suis pas allée vérifier leur temps d'écran à tous après les ateliers, mais enfin, voilà, j'ose espérer en tout cas que, au moins, ça en fait des consommateurs plus éclairés. Et ensuite, voilà, c'est un peu plus dans leurs mains et voir comment ils l'appliquent dans les faits. Mais ouais, en tout cas, il se passe quelque chose quand on leur raconte. Après, pour compléter, il y a quelque chose, Anen, sur la question de la vie privée, du rapport à la vie privée. De qu'est-ce qui est privé. C'est que effectivement, en fonction des générations, on le voit, hein, cette question de données, elle est épidermique pour certains. Moi, je vois, comment dire, si on prend de façon très personnelle, ma mère est contre tout ça. Et c'est physique. Il y a quelque chose qui est physique quand on discute de ça, qui est sur la notion de la vie privée. Et on voit au fur et à mesure des générations une acceptation voire même quelque chose qui est pas demandé, mais qui est invoqué. On prend ne serait-ce que la question des caméras de sécurité dans les rues de nos villes. Qui a fait des grands débats et qui aujourd'hui, de plus en plus de personnes les demandent parce que pour une question de sécurité, etc. Alors que c'est quand même notre image et tout ça. Donc
Là, l'idée n'est pas de se positionner sur ce que donne la société et autres, mais peut-être effectivement que c'est une discussion à avoir justement sur cette notion de qu'est-ce qui est privé et qu'est-ce qu'on entend par privé. Est-ce que ce sont nos données? Est-ce que c'est notre corps? Est-ce que c'est notre image? Et ça, c'est une discussion qui est plutôt chouette à avoir, mais sur lequel je pense qu'il faut aussi s'accrocher parce qu'il peut y avoir des chocs générationnels aussi sur ces notions-là. Donc toujours Mmh. dans l'idée de cette posture de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent et ça ne veut pas dire qu'il faut applaudir tout, hein. Ça, je reviendrai sur plus tard sur le petit texte que j'ai préparé, mais en tout cas, ça peut ouvrir à ces discussions-là. Mmh mh. Mais en effet, ça demande un peu une exigence de nous-mêmes nous mettre à jour sur tous ces tenants et aboutissants des modèles de données des réseaux sociaux pour pouvoir leur expliquer. Parce qu'en fait, c'est aussi important qu'ils soient encore une fois conscients de. Parce qu'en fait, souvent, ils savent pas du tout quoi. Cette histoire que leurs données sont récupérées, vendues. Donc, au moins être au courant de tout ça, c'est encore une fois étape essentielle. Et donc la dernière étape, désolée, j'ai un peu traîné sur les 2 premières, ça m'intéresse trop. Mais du coup, la 3e étape, donc c'est un peu le cœur du sujet, c'est comment est-ce que voilà, une fois que tout ça est dit, comment est-ce qu'on pose ces règles slash ces résolutions pour la nouvelle année? Encore une fois, c'est du cas très personnel et ça dépend de chaque famille, comment est-ce qu'on applique les règles. Moi, ma posture sur ça en général, c'est de dire que c'est quelque chose qui doit se faire de manière collective à la maison, si on parle de règles dans le cadre du foyer. Enfin, rien de nouveau sous le soleil, mais on sait qu'une règle va être d'autant plus respectée si elle est comprise et co-construite et que voilà, enfin ça, pareil, c'est un truc qui ressort tout le temps. C'est en fait, il y a un truc où ça les énerve un petit peu de devoir subir des règles qui sont parfois en plus à côté de la plaque de leur propre réalité. Enfin bon, c'est voilà, c'est propre à l'adolescence de façon plus globale, mais en tout cas, on les sent plus réceptifs, encore une fois, aux règles et plus compréhensifs quand ils ont eu l'impression d'y participer, de pouvoir y apporter eux leur savoir de leur propre pratique pour que voilà, construire un petit peu un truc ensemble et ancré dans leur réalité. Il y a aussi là aussi une grosse exigence envers les adultes qui est que les ados vont tout de suite remonter le fait qu'on leur impose des règles qui ne sont pas suivies par les parents ou par les grands frères, les grandes sœurs à la maison. Donc voilà, il y a aussi cette question du devoir d'exemplarité, d'où l'idée de construire des règles ou des défis, enfin ça dépend comment on veut le formuler, mais qui soient communs. Ça en général c'est quelque chose qui marche bien de se dire bah vas-y on fait un truc mais c'est pas que toi l'ado qui va devoir respecter ce point-là ou l'ensemble des points, on va aussi en mettre dans le lot que nous on s'engage aussi à respecter. Typiquement pas de téléphone à table, ça c'est un truc un peu de base mais qui en fait bon pas forcément, qu'on a tous du mal à respecter et qui ne l'est pas dans la plupart des familles, pour tout le monde. Ça peut aussi être se faire un peu voilà, des défis collectifs, type, je sais pas, tel après-midi, on est téléphone free ou on va faire une balade et on prend pas nos téléphones sur nous. Enfin voilà, un peu des trucs ensemble. Encore une fois, ça dépend de la relation et des habitudes au sein de la famille, mais ça peut être des idées. Il y a des outils qui existent pour ça. Moi, souvent, je conseille donc c'est Internet sans crainte qui a un outil qui construit des chartes où justement on peut se poser ensemble et répondre à plusieurs questions, un peu en mode un peu un test. Et à la fin, ça nous propose une charte à afficher à la maison. Ils ont même mis un encart où chacun signe la charte en mode je m'engage à la respecter. Des chartes personnalisées avec des conseils d'experts de ce sujet-là. C'est un outil, enfin pareil. Ça dépend de vos approches et de comment vous voulez gérer les choses, mais ça existe. Voilà. Mais globalement, je pense que la conclusion, et c'est souvent notre conclusion dans ces webinaires, mais c'est que le plus important, c'est de mettre en place ce dialogue naturel au sujet des pratiques numériques des plus jeunes, d'essayer de vraiment comprendre en finesse et de les aider, eux, à comprendre en finesse ce qui se joue derrière les écrans. Et là, sur ce sujet précis des résolutions 2026 et de baisser le temps d'écran, ça peut vraiment être une base solide pour arriver justement à accomplir tout ça. Voilà, j'ai fini, désolée, j'étais un peu longue. Pas de... pas être désolé sur des sujets. C'est un peu l'ambition de ces webinaires, hein, de faire des webinaires très courts alors que le sujet est immensément vaste. Donc il y a pas à être désolé un petit peu là-dessus. Donc là, effectivement, tu as résumé les 3 étapes si vous voulez faire des screens.
Pour finir un petit peu, je me suis posé la question, comment dire? Patrice qui nous dit effectivement, super de citer les chartes d'internet Ouais, sans crainte. Faminume. C'est Faminume, effectivement. D'ailleurs, internet sans crainte, si vous voulez avoir plein d'outils, c'est intéressant d'aller regarder, leurs différents sites. C'est assez accessible si on est connecté. C'est toujours la même chose, hein, si vous vous intéressez à ces sujets, mais si vous êtes là, c'est que vous y intéressez. N'hésitez pas à aller consulter leur site. Il y a des choses qui sont clés en main, qui sont intéressantes à aller tester. Voilà pour voir les différents effets. On aime bien dans ces rewinds, finir par une petite, comment dire? Par une petite note, alors éducative, c'est un bien grand mot, mais en tout cas moi j'aime bien écrire un petit texte sur tout ce que ça génère. Parce que là, on voit notamment vos questionnements sur, bah, oui, si l'ado conscientise pas, qu'est-ce qu'on fait? Si, cette technique-là ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et en y réfléchissant, en fait, par rapport à ça, en préparant avec Johanna, moi, je me suis posé la question et on était d'accord sur ce principe en fait, c'est une posture particulière quand on est avec des adolescents. Il y a quand même quelque chose qui peut paraître ingrat, quelque chose de changeant. Là, on parle effectivement alors pas de bonne résolution, hein, ne parlons pas comme des boomers, mais de glow up, de rebrand, de reset. Et je pense que effectivement, c'est, des mots qui circulent un partout, comme tu nous l'as dit, sur, tous les réseaux sociaux, mais aussi dans les couloirs du collège, du lycée. En fait, ils brillent, ils promettent, ils donnent l'impression qu'un simple changement de cap pourrait, tout arranger. Mais en fait, derrière ces discours très visibles, il y a souvent une réalité plus fragile. Je pense qu'on oublie très souvent, face à parfois cette véhémence et ce désir de vivre de l'adolescent qui a énormément de fragilité, que c'est une période de bouleversement intense. Il y a un corps qui change, une identité qui se cherche, un monde perçu comme instable, anxiogène, parfois violent, surtout peut-être à l'ère du numérique en fonction du feed qu'on a, de l'algorithme, de la bulle algorithmique qu'on a. Et je pense que si on fait un petit effort de mémoire, je pense que nous, on a tous des exemples de tests qu'on a fait à l'adolescence. Moi, typiquement, les tests que j'ai fait à l'adolescence, c'était, bah, j'étais joueur de basket, fan de NBA, bah voilà, j'ai testé le look des joueurs NBA de l'époque. Donc, j'étais au collège, bandana, baggy, sneakers. Voilà, j'ai bien changé hein, depuis. C'est pas une période sur laquelle je suis très fier, mais je me souviens à l'époque, c'était important d'avoir cette identité-là. Et je me souviens du regard de ma mère qui ne comprenait pas mais qui a laissé faire. Et je le remercie pour ça. Je pense que ce désir de renouveau est souvent moins une lubie qu'une tentative de retrouver du contrôle sur un corps qui change. Pour les parents et les adultes qui accompagnent hein, les adolescents, cette période ressemble parfois à une tempête. Voilà, le vent souffle fort, les émotions montent vite, très vite. Cette période ressemble parfois à quelque chose où il y a un vent qui souffle de façon énorme. On se prend des ouragans souvent, avec des mots, on entend je change tout, je deviens quelqu'un d'autre, j'efface ce que j'étais avant. Il y a une espèce d'urgence parfois qui peut nous dérouter en tant qu'adulte. Mais encore une fois, si on fait un effort de mémoire, je pense qu'on a tous des exemples de ça. Et en fait, dans cette tempête, l'adulte, bah, il n'est pas sur le devant de la scène. Il n'est pas celui qui vit la houle, il est souvent celui qui est relégué sur le rivage ou mieux encore, ça on l'espère, celui qui tient le phare. Ça c'est une espérance. Et c'est frustrant, surtout en tant que parent, parce que quand il y a la période d'adolescence, avant on était le centre du monde de ces petits bouts qui grandissaient. Et là on est relayé progressivement au statut de PNJ ou de second rôle, pas la ref. En fait, cette place, elle est profondément ingrate, on est complètement d'accord. Parce qu'elle est invisible quand tout va bien, parce qu'elle est critiquée quand on doit résister et parce qu'elle consiste vraiment, en tout cas rarement à dire oui avec enthousiasme, mais souvent à dire: «Attends, on va réfléchir, pose-toi». Être adulte face à un adolescent en quête de renouveau, c'est pas applaudir à chaque virage, non. C'est pas non plus freiner par peur. En fait, c'est tenir bon. Rester stable quand l'autre tangue, offrir un point d'ancrage quand tout pousse, au mouvement permanent. Un ancrage, c'est pas une chaîne. C'est pas empêcher d'avancer. C'est quelque chose, qui permet de ne pas être emporté, quelque chose qui autorise l'exploration sans naufrage. Alors, dans un monde où les réseaux sociaux valorisent la transformation rapide, spectaculaire, visible, le rôle de l'adulte est parfois simplement de rappeler une chose essentielle. Tu as le droit de changer sans te détruire. Tu as le droit d'évoluer sans effacer ce que tu as été.
Surtout, tu as le droit de ne pas savoir où tu vas. Être parent ou accompagnant dans cette période, c'est pas fournir des réponses toutes faites. Ça, les réseaux sociaux le font suffisamment. Vous avez la chance de ne pas avoir 1 minute, 2 minutes pour convaincre. Vous êtes là au quotidien, donc pas de réponse toute faite et simpliste. Être parent ou accompagnant dans cette période, c'est accepter d'être un repère silencieux. C'est parfois frustrant, souvent très peu reconnu. Comme je le disais, hein, c'est très ingrat, mais c'est profondément nécessaire. Parce que quand la tempête se calme, et oui, la tempête finit toujours par se calmer, à un moment donné, en fait, c'est pas la vague la plus impressionnante que l'adolescent retiendra. Non, c'est le fait qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui a pas bougé, qui était là. Et face à cette tempête, mais aussi tous ces, ce texte, il est aussi par rapport au numérique. Hem, En fait, vous avez un rôle à jouer, que vous soyez parent, que vous soyez accompagnant. Parfois, il est ingrat, mais nécessaire. Alors, faites-vous confiance, même si ça râle. En fait, cet ancrage rassure. Donc, pour répondre à certaines questions, oui, mais si la personne ne se rend pas compte de l'apathie, eh bien, tenez bon. C'est important de trouver des mots, de trouver des expérimentations. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte parce qu'il ne connaît que ça. Et il a fini par s'habituer et qu'il se dit, bah, mon énergie, c'est celle-là. Donc, je ne peux pas me rendre compte. Donc, comment on fait? Bah, effectivement, on tient bon et oui, on passe des moments très ingrats sur le fait que non, pas de téléphone et je vais t'emmener faire une balade et je vais t'emmener faire des trucs concrets et ça va râler. Et oui, ça va râler. Et même s'il passe un bon moment, ça va râler. Je dis souvent cette anecdote, donc désolé, hein, chat, si je vous l'ai déjà dit. Et désolé, Johanna, si je te l'ai déjà dit aussi. Je sais que, comment dire, à l'adolescence, ma mère adorait m'amener au marché provençaux en vacances. J'étais infect. Vraiment, littéralement. Je râlais, je bougonnais, je m'intéressais à rien. Bon, bah maintenant, aujourd'hui, quand je vais en vacances, devinez qui j'emmène dans les marchés provençaux? Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a tenu bon, ça me faisait râler. À aucun moment, aujourd'hui, je lui dis merci. Mais tout ça pour vous dire que dans cette période-là, c'est ingrat. Mais si vous vous êtes persuadé effectivement que la personne, elle ne se rend pas compte pour X raisons, tenez bon, faites expérimenter des choses. Ne comptez pas pour qu'ils vous disent merci à la fin, surtout pas. Non, non, c'est pas le but. Mais si vous vous êtes persuadé que vous êtes capable en capacité de passer des moments chouettes, euh, autres que par les écrans, allez-y, tenez bon, ça va râler, mais vous allez essaimer, vous allez, comment dire, essaimer des choses qui, à terme, on se rappelle, hein, le principe d'éducation, c'est que l'effet, il n'est pas immédiat. L'effet d'éducation, c'est qu'à terme, ça apporte des choses. Voilà. Un petit peu pour ça. Je sais pas ce que Magnifique. tu penses. C'était une super métaphore. J'adore, je retiens la métaphore du phare. Très C'est ce pertinente. qu'on. Bah, alors, je répète encore une fois, hein, c'est ingrat au possible, mais nous, on est là effectivement pas pour vous dire il y a qu'à faucon. Non, non, non. C'est difficile, elle est difficile cette posture et on a le droit de râler, hein, et vous avez le droit dans le chat de dire mais c'est dur. Oui, c'est dur. Bien sûr que c'est C'est dur. dur. Bien sûr que c'est ingrat. Et bien sûr que nous aussi, en tant que parents, des fois, on navigue, on ne sait pas où on va, on n'en a aucune idée. Euh, mais numérique, pas numérique, c'est une période où effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de changements et le fait qu'il y ait un ancrage, de tenir bon, alors, il faut lâcher sur certaines choses, il faut mettre du lait sur certaines choses, mais quand même, ça reste important. En tout cas, là, c'est avis d'adolescent en colère, qui a été très en colère, et avis d'éducateur qui vaut ce qu'il vaut. Il y a Patrice qui nous dit: «Bien dit Kevin, jolie phrase, courte et pleine de sens à citer aux parents comme des repères faciles à mémoriser. Ça change des foncifs bateaux, ça peut étonner les parents, les interroger et donc à la fin retenir, c'est le but». Beh, alors, c'est vrai qu'à chaque fois on essaye de finir sur quelque chose où on essaye de renforcer, c'est que, le numérique finalement n'est qu'un accélérateur, comment dire? Il vient illustrer des choses qui, quand on réfléchit dans le fond, oui, des adolescents qui cherchent, bah, normal, des adolescents qui veulent glow up, oui, normal, des adolescents qui veulent reset et qui veulent se transformer, qui cherchent leur identité, oui.
Toute la période adolescente, c'est justement passer de l'enfance à l'âge adulte. Donc forcément, ça crée des choses un petit peu, comment dire? Incompréhensibles, et quand bien même on est tous là dans le chat passés par ces moments-là, le cerveau est bien fait, on oublie. On oublie. Là, quand j'ai écrit le texte, je me suis dit: «Ah mais c'est vrai que j'avais cette période bandana. Oh là là, mais c'est vrai que j'ai eu ça, et c'est vrai que j'ai je me souviens encore du regard de ma mère qui me regarde en disant: "Mais qui es-tu? Qui es-tu?" Et en même temps, j'ai eu besoin d'explorer ça. J'ai eu besoin d'explorer ça pendant 1 an, et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné, et j'ai encore les photos à la maison, voilà. Mais c'est des choses effectivement où, tenir bon est parfois difficile. Donc c'est important de le répéter, et c'est important de répéter que oui, il y a bien une différence entre le professionnel et le parent. Il y a des Clairement. enjeux émotionnels qui ne sont pas là, et c'est cette alliance entre tout ça qui fonctionne. En discutant avec Johanna dans la préparation, on se disait: «Mais il ne faut pas hésiter à activer vos ressources». Hem, Si vous voyez qu'il y a des professionnels dans les bibliothèques ou autres qui vous semblent pertinents, il ne faut pas hésiter à y envoyer l'air de rien. Attention, hein, pas tu vas aller voir le professionnel pour parler du numérique parce que du coup, tu vas voir, ça va te remettre les idées, hein. Là, vous flinguez tout. Là, Ouais. c'est là, c'est mort. Mais non, mais tiens, va voir là-bas, il y a des mangas, il y a machin, il y a ceci, et faites confiance aux pros pour essayer en tout cas de distiller quelque chose. Voilà. Je pense que c'est important aussi de ne pas tenir tous les rôles quand on est parent, puisque de toute façon, Heu, c'est une relation que vous construisez depuis bien avant sa naissance. Donc c'est important aussi de temps en temps de passer le relais, à des gens où il y a pas de passif, il y a pas d'émotionnel, donc je peux déposer ce que je veux. Voilà. Donc si jamais vous avez ça dans votre, dans les lieux où vous travaillez, dans les lieux où vous vivez, n'hésitez pas à faire alliance avec Mmh. ces professionnels. Vous pourrez tomber notamment sur quelqu'un comme Johanna qui, heu fera, l'analyse et tout ça, en toute bienveillance. Voilà. Il est 13h16, comme d'habitude, bon, mais on sait, mais peut-être qu'on va l'annoncer, hein, peut-être qu'on va l'annoncer qu'il y a 30 minutes de rewind et il y a un dernier chapitre sur, je sais même pas comment on peut l'appeler ça, l'instant éducatif? Je n'ai aucune idée. Oui, Voilà. méditation, éducative. Je sais pas. Si vous avez des idées de chat, n'hésitez pas à le dire. Pour le coup, on co-construit, hein, ensemble, hein, sur ce qui vous semble le plus pertinent. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Pardon encore pour les 16 minutes de retard. J'en profite pour, remercier, la mairie de Paris, la CAF de Paris pour nous soutenir. Remercier aussi Un Parent, Une Solution de Citea, pour la confiance. Si, vous êtes dans le 15e arrondissement ou pas loin, n'hésitez pas à consulter leur site de Paris. N'hésitez pas à consulter leur site pour aller voir leurs différents ateliers ou rencontrer les professionnels qui sont là-bas. C'est important. Et encore une fois, n'hésitez pas à parler de ce qui se passe dans ce rewind autour de vous, puisque l'idée, c'est de pouvoir le continuer et ensemble se mettre à jour sur voilà, cette culture adolescente qui nous dépasse, et c'est normal, puisqu'elle va vite et puisqu'on n'a pas forcément ce fil-là. Voilà, et on remercie encore une fois Johanna de pourrir son fil d'actu. Euh, J'ai des comptes à part, j'ai des comptes à part, je me protège. Bon, c'est important. Voilà, donc merci, merci à tout le monde. Je vais arrêter, très bientôt. Je laisse le mot de la fin à Johanna, c'est important. C'est elle qui fait quand même 90 du boulot, donc Je dirais juste, merci et bon appétit à tous et on se voit le mois prochain. ça marche effectivement. Le mois prochain, mmh, si je ne m'abuse, j'aurais dû préparer ça avant, le 9. Le 9 février, et on vous le 9 dit déjà parce février. qu'on sait la thématique, hein, puisque quelques jours après, c'est la Saint-Valentin, donc forcément, on s'est dit qu'allait, fleurir tout, bah, comment dire? Des conseils ou des choses par rapport à cette thématique, voilà, donc on a hâte de découvrir
ce que vont, comment dire, avoir dans leur feed, nos ados sur cette thématique si particulière qui est, l'amour, la séduction, le flirt et cetera et cetera. Donc on a hâte. Super, c'est le second webinaire avec Johanna que j'écoute. J'adore sa pertinence. Bah, écoute, c'est Oh, important. merci. Merci de Bah, le merci du dire. retour. Ouais, oui. Ravie que C'est, ça serve et que ce soit utile. bon allez, le revoir qui dure 5 minutes, tu sais, c'est Oui, c'est vraiment, ça. voilà, très, très long avec, les gens dans la voiture, tu sais, en mode: «Au revoir, au revoir». Non, c'est très, très long donc voilà. Donc merci à vous. J'arrête ce webinaire dans, 3, 2, 1. Prenez soin de vous, bonne journée.